Profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Le patient zéro. Istanbul, Turquie, août, 9h12 du matin. Je suis dans un petit café en plein air, à quelques centaines de mètres de la foule grouillante d'un marché matinal, juste en face du Bosphore. J'aime cette ville, et toutes ses contradictions épaisses et violentes. La chaleur croissante de la journée fait déjà coller le lin de mon costume à mes jambes. Je me suis réveillé cette nuit avec un changement d'avis. On vous doit une explication, et même un avertissement. Si je fais ce que j'ai prévu, moi et mes actions seront vilipendées et incomprises. Croyez-moi, je fais cela pour les bonnes raisons. Vous ne le voyez peut-être pas aujourd'hui, mais dans 10 ou 20 ans, vous verrez naître un nouveau monde. Cela vaut tous les sacrifices. J'ai fait mon travail ici en Turquie, la première des nombreuses grandes villes à voir, et je prends l'avion demain. Ne vous donnez pas la peine de me chercher ici. Samarcande, Ouzbékistan, septembre, 5h04 du matin. Je me trouve dans l'une des plus anciennes colonies de l'humanité, et Sa Majesté me submerge, tout comme son déclin m'attriste. Autrefois joyau de la conquête d'Alexandre et capitale de l'empire de Tamerlane, elle est tombée en désuétude et en friche. Je dois avouer que je le savais déjà, mais pardonnez mon sens du romantisme. J'ai voulu voir cet endroit une fois. Je n'ai rien à faire ici. Autrefois carrefour des voies commerciales entre l'Est et l'Ouest, Samarcande est devenue isolée et inutile pour moi. Mais les fantômes de son histoire et de son passé m'apportent force et détermination. La valise que je porte est lourde dans ma main. C'est mon fardeau. Mais à chaque arrêt, ce fardeau s'allège. Je me suis permis cette folie de quitter la toile pour un moment, mais je ne m'y attarderai pas. Munich, Allemagne, septembre, 8h05 du matin. La ville dort encore tard dans la matinée de samedi, et dans de nombreux endroits, les rues sont encore vides. Les bâtiments d'avant-guerre qui subsistent à Munich sont d'une grande majesté, et j'ai fait remarquer sa beauté à mon chauffeur local. C'était bien plus beau avant que les Britanniques ne nous bombardent, a-t-il répondu sans la moindre ironie. Il avait au moins 2 générations d'écart avec la guerre et n'a pas semblé ou voulu comprendre quand je lui ai dit que Londres avait le même problème. La majeure partie de l'humanité est horrifiée par le spectre de la guerre, par ce qui s'est passé ici. On se demande comment l'homme peut être aussi inhumain. Ces gens ne connaissent rien au monde, ni de la nature rouge de dents et de griffes. Ce sont des gens qui élèvent artificiellement l'humanité au-dessus du règne animal, ces gens qui maintiennent une barrière éphémère entre notre sous-groupe particulier de primates et le reste de la vie sur Terre. Je n'ai jamais compris ces gens. J'ai déposé un autre dispositif au centre-ville, dans un immense complexe théâtral ultramoderne. Je l'ai soigneusement caché, et j'ai réglé la petite horloge atomique asservie sur la mienne. Mon vol décolle dans quelques heures. Et si vous me suivez, vous n'aurez pas de chance en Allemagne. Londres, Angleterre, octobre, 5h09 du matin. Londres affiche ses blessures de guerre avec ses tours de bureaux grises et plates et ses appartements banals. Mais son âge et son histoire transparaissent à travers les cicatrices tandis que je me promène sur la Tamise, à peine consciente de l'odeur saumâtre des eaux huileuses. Les déchets dans la rivière ne m'attristent pas, comme j'imagine qu'ils le feraient pour vous. Vous tracez une ligne artificielle entre un emballage de hamburger et les feuilles mortes d'un arbre que je ne comprendrai jamais. Vous faites une distinction entre la nature et l'humanité qui me laisse perplexe. Nous sommes la nature. Nos villes, nos routes et nos satellites orbitaux ne sont pas différents d'une colonie de termites ou d'un nid d'oiseaux, sauf peut-être en termes d'échelle. L'humanité n'a rien d'unique. Je sais que je suis pratiquement le seul à le penser, mais l'histoire et la nature elle-même me donneront raison. Les dispositifs que j'ai installés ici sont dans le sous-sol. Ils attendent silencieusement le jour où je les activerai.
où ils ouvriront leurs filtres en céramique et libéreront doucement leur charge dans l'air. J'ai brûlé les 10 dernières années de ma vie comme une bougie pour former l'arme parfaite, endurcie contre l'air, robuste et indéniablement vivante, brûlant de la volonté de survivre. J'ai choisi les stations parce que les premières lettres de chacune d'entre elles forment mon nom. Il s'agit d'une signature d'artiste. Je ne vous dirai pas cela si je n'étais pas sûr que ce serait une information inutile, et je doute que vous ayez même découvert qui je suis. Comme toujours, je serais parti avant que vous n'arriviez. Chicago, Illinois, novembre, 2h15 de l'après-midi. Chicago est la plaque tournante d'une grande roue du trafic aérien. Le long de ces 1000 lignes qui se croisent, des millions de passagers vont passer, privant l'air vicié de l'aéroport d'oxygène et rejetant du dioxyde de carbone. Dans ces tunnels de verre et d'acier à l'atmosphère stérile, je vois encore la nature, verte et rouge de vie. Je dois faire une distinction. Je sais que ce que je fais semble être mal, diabolique. Cependant, je comprends aussi que la moralité est un dispositif artificiel que nous avons utilisé pour guider le comportement des tribus, un concept utile pour créer l'harmonie et la croissance dans les petites populations. Mais le bien et le mal n'ont pas de poids réel. La nature est au-dessus de cela. La guêpe qui implante ses petites dents dans une chenille vivante n'a rien de mal. Nos concepts d'éthique sont aussi fragiles que nos corps et tout aussi impermanents. Quelques dispositifs dans les systèmes de ventilation infecteront des millions de personnes. Vous pouvez les chercher si vous le souhaitez, mais mon plan est très redondant. Vous pouvez vous épuiser à essayer de défaire mon travail, mais au bout du compte, vous échouerez. Si vous êtes sage, vous cesserez vos recherches et commencerez à vous préparer à l'inévitable combat qui vous attend. Tokyo, Japon, novembre, 9h18 de l'après-midi. Tokyo doit être un enfer pour ceux qui considèrent que la nature se résume à des forêts, des montagnes ou des eaux océaniques propres. Pour moi, c'est une merveille de ce monde naturel. Les lumières et la folie de Roppongi sont aussi merveilleuses et vivantes que le clignotement synchronisé des lucioles. C'est la nature. Et si vous me permettez un moment d'auto-félicitation, c'est la nature dans ce qu'elle a de plus beau et de plus merveilleux. Mais la nature n'a pas d'apogée. Elle ne fera que croître, apprendre et devenir plus belle. J'en ai les larmes aux yeux. J'ai dormi pendant tant de décennies, travaillant dans un laboratoire pour un géant pharmaceutique, lequel n'a pas d'importance. Il ne vous aidera pas à me trouver, surtout à cette heure-ci. J'aimerais pouvoir vous dire qu'il y a eu une révélation, une leçon concrète que je pourrais partager avec vous pour vous faire comprendre pourquoi j'ai choisi cette voie pour nous tous. La vérité est malheureusement banale. L'afflux d'argent provenant d'une chaîne de découverte m'a donné le temps de réfléchir et de prendre conscience du monde et de ses systèmes lentement et progressivement. L'argent m'a aussi donné les moyens d'agir une fois que j'étais déterminé. Le monde s'autorégule. Les gens attribuent une sorte de malveillance particulière aux actes de l'homme, ignorant que nous ne sommes pas la première espèce à faire la guerre, à commettre des génocides. C'est idiot. L'homme n'est pas le seul à agir de la sorte. Bien d'autres espèces avant nous ont dépassé leurs habitats et ont semé les graines de leur propre destruction. Elles ne sont tout simplement plus parmi nous pour nous servir d'avertissement. Soit les tragédies d'évolution fonctionnent et sont durables à jamais, soit elles ne fonctionnent pas et les espèces meurent. C'est la seule règle dans la nature, vivre pour l'avenir ou être enterré dans le passé. Il devrait être clair maintenant pour nous tous que malgré la croissance fulgurante de notre espèce, nous n'avons pas opté pour la première stratégie, et ce n'est qu'une question de temps avant que nous nous effondrions. Je ne tolérerai pas cela. Je fais partie de la nature au même titre que n'importe qui d'autre, et mes armes aussi. Je serai le régulateur. Nous nous adapterons ou nous mourrons, mais soyez courageux. Quelle que soit l'issue, le monde en sortira grandi. Et j'espère sincèrement que vous serez là pour le voir, pour que vous sachiez que j'avais raison. L'un d'entre eux est enterré dans une jardinière qui a attiré mon attention alors que je marchais dans les rues. L'autre dispositif se trouve sous la table d'un café animé. Vous devez savoir maintenant qu'il sera impossible de les trouver. S'il vous plaît, dans votre propre intérêt,
Le temps de la poursuite et de la prévention est révolu depuis longtemps. Il est temps de se préparer. San Francisco, décembre, minuit. Je n'avais jamais imaginé que malgré mes précautions, je ne serais pas infecté après une telle exposition. J'avais prolongé la période de dormance du virus précisément pour cette raison, afin de me donner un peu plus de temps. Je n'ai pas encore terminé ma toile, comme je l'avais envisagé à l'origine, mais mes modèles d'infection montrent que j'en ai fait plus qu'assez. Je vais me reposer un peu maintenant, et j'essaierai de ne pas regretter mon rôle dans cette affaire. Pas mes actions, bien sûr, mais mon incapacité à voir le fruit de mon travail. L'humanité serait morte sans moi. Nous sommes devenus mous, lents. Nous ne sommes plus un organisme viable. Nous aurions lentement, subtilement modifié l'environnement jusqu'à ce que le monde lui-même soit toxique pour nous. Et alors nous aurions disparu dans un gémissement. Ceux qui pensent que l'homme a la capacité de détruire le monde sont animés du même anthropocentrisme étrange que ceux qui pensent que nous sommes en quelque sorte séparés du reste du royaume de la vie. Nous ne pouvons pas plus mettre fin au monde que nous ne pouvons le créer. Nous ne pouvons que nous tuer nous-mêmes et entraîner dans notre chute quelques millions d'espèces instables. C'est ainsi que vous voulez finir ? Lentement empoisonnés ou noyés par notre incapacité à voir à long terme ? Ce n'est pas la voie à suivre, et je ne le permettrai pas. Humanité, je te fais un grand cadeau, même si je sais que tu ne le verras jamais comme tel. Je t'offre la compétition. Vous travaillerez ensemble, vous fusionnerez vos ressources et vous serez fortifiés et tempérés dans les feux de la lutte et de la crise, ensemble. Vous mourrez. Vous fleurirez en quelque chose de nouveau, où vous fertiliserez les champs du prochain concurrent pour l'espace et les ressources. Mais vous changerez. C'est inévitable maintenant, et cela me procure de la fierté et de la joie, même si la paroi de mes poumons se détache et que je me noie dans du sang infecté. Humanité, je t'ai laissé quelque chose, un dernier fil d'Ariane tissé dans ces lettres. C'est peut-être la clé de ton salut, humanité. Si tu la trouves, elle te mettra sur la voie du remède. Vous tous, vous comprendrez que je ne peux pas vous la donner, cela irait à l'encontre de mon but. Croyez-moi quand je vous dis que je veux que vous viviez, mais je dois être fort pour ne pas compromettre le grand combat qui vous façonnera tous pour les siècles à venir. C'est terminé. Humanité, si tu veux encore me chercher, tu ne fais que perdre ton précieux temps. J'ai déjà envoyé tout ce qui pouvait t'aider. Le reste, je l'ai brûlé et effacé. Les déclencheurs des appareils seront bientôt libérés, très bientôt. Mais si, pour une raison insensée, vous voulez voir la viande, les os et les fluides que je laisserai derrière moi, vous saurez où me trouver. Car après tout, c'est moi le patient zéro. L'ami imaginaire qui m'a envoyé en prison à vie. Avez-vous déjà entendu parler d'amis imaginaires ? Vous savez, ces créatures invisibles que les enfants créent pour se créer une amitié artificielle. Il est amusant de penser à quel point ils semblent réels pour un enfant, alors que tout le monde sait que ce n'est que le fruit de leur imagination. C'est presque comme s'ils étaient réels, sauf qu'au bout d'un certain temps, cet ami s'éteint et on n'en entend plus jamais parler, généralement parce que l'enfant s'en est désintéressé ou parce qu'il a grandi. Mais même quelque chose d'aussi enfantin et amical peut avoir un côté sombre. On ne le voit jamais, c'est tout. Lorsque j'étais en CM1, je n'avais pas beaucoup d'amis. En fait, je n'avais pas d'amis du tout. Personne ne m'aimait. J'essayais de me faire des amis, mais ils me repoussaient pour une raison ou une autre. Tous les jours, je déjeunais seul et je passais mes récréations assis près d'un arbre à regarder comment tout le monde s'amusait. Je me souviens très bien à quel point j'avais envie de cela, au point que c'était insupportable. Après de nombreuses tentatives infructueuses pour nouer une amitié, j'ai réalisé qu'il serait tout simplement plus facile d'en créer une. Le plan était à toute épreuve, car cet ami ne pouvait pas dire non. J'étais un enfant très créatif à l'époque. Il ne m'a donc pas été difficile de créer un ami imaginaire. Elle s'appelait Suzanne.
Elle semblait avoir à peu près mon âge, avait des cheveux blonds raides et des taches de rousseur sur les pommettes et le nez. Elle était si amicale, en tout cas pour moi, car personne d'autre ne la connaissait. Je passais chaque seconde de la journée avec elle. Elle s'asseyait avec moi au déjeuner, et nous faisions des blagues stupides sur l'école et parlions de la Grèce de mon professeur. Pendant la récréation, on jouait au chat et à la souris. Je suppose que personne n'a remarqué que je parlais tout seul et que je courais tout seul sur le terrain. Elle est même rentrée à la maison avec moi. Suzanne et moi sommes restés les meilleurs amis du monde pendant tout le reste de l'école primaire. Lorsque je suis arrivé au collège, j'ai pris conscience de la réalité et j'ai remarqué à quel point une amie imaginaire était une idée enfantine. Finalement, j'ai arrêté de parler à Suzanne et j'ai continué ma journée normalement. Mais Suzanne ne voulait pas partir. De temps en temps, je la voyais au fond de la salle, en marchant derrière moi dans le couloir. Chaque fois que je la regardais, elle souriait, comme si elle était heureuse d'être près de moi. Une autre chose que j'ai remarquée, c'est qu'elle a vieilli en même temps que moi. Suzanne n'est pas restée l'enfant de 9 ans qu'elle était au départ. Elle a grandi, tout comme moi. J'en suis venu à la conclusion que je ne pouvais pas me débarrasser de Suzanne, parce qu'elle n'était plus une amie imaginaire. C'était une figure qui me suivait silencieusement et que je ne contrôlais absolument pas. Cela ne me dérangeait pas parce qu'elle n'entravait rien à l'époque. Elle a réussi à rester avec moi lorsque je suis entré au lycée. À cette époque, je m'étais fait quelques très bons amis, envers lesquels Suzanne éprouvait une haine immense. Je l'entendais se moquer d'eux et réagir négativement à tout ce qu'ils disaient. Elle n'aimait pas le fait que je sois ami avec quelqu'un d'autre qu'elle. Mais elle ne me détestait pas pour cela. Elle ne me haïssait même pas pour l'avoir ignorée ces dernières années et continuait de me traiter comme si j'étais son meilleur ami. Ce qui était apparemment le cas. Suzanne, ensuite, a commencé à devenir plus sinistre et vile. On aurait dit qu'elle détestait tout ce qui n'était pas moi, ce qui a eu des conséquences. Je me souviens d'une fois où je posais une question à ma mère alors qu'elle était au téléphone. Elle préparait quelque chose sur la cuisinière et me tournait le dos alors que j'étais assis sur l'îlot de cuisine, juste derrière elle. J'ai prononcé son nom environ 3 fois avant que Suzanne ne la frappe. Je me souviens du choc que j'ai ressenti à ce moment-là. Comment Suzanne avait-elle pu la frapper ? Pendant tout ce temps, j'ai cru que j'étais devenu un peu fou et que je n'arrivais pas à me débarrasser d'une apparition de mon enfance. Mais il semble que Suzanne ait pris ses propres caractéristiques physiques. Ma mère s'est retournée un peu en colère contre moi et m'a demandé pourquoi je l'avais frappée. Je ne pouvais pas lui dire que c'était Suzanne. J'avais 14 ans. Elle allait me prendre pour un véritable fou. Je lui ai donc dit que j'étais désolé, mais que j'avais oublié ce que j'allais demander. J'étais donc encore sous le choc de ce qui venait de se passer. J'ai eu du mal à dormir cette nuit-là. Je ne savais pas si Suzanne était un être réel ou pas. Elle avait un esprit propre et pouvait interagir physiquement avec tout, mais personne ne la voyait. Est-il possible qu'ils ignorent une personne réelle ? Non, c'est impossible. Je l'ai créée. Elle n'a jamais existé avant le CM1. Peu après, les choses ont commencé à empirer. Elle a commencé à faire trébucher et à bousculer des gens qu'elle n'aimait pas forcément. Elle a même frappé quelques-uns de mes amis qui m'insultaient amicalement. J'ai commencé à avoir peur d'elle et à me sentir un peu mal à l'aise lorsque je traînais avec mes amis. Cela a continué jusqu'à ce que je sois en 2e année d'université. Un soir, je traînais avec mon ami Morgan dans son appartement. J'étais là parce que nous travaillions sur un projet ensemble, mais nous avions attendu jusqu'à la dernière minute pour le terminer. Et nous devions le faire dans les 2 jours qui suivaient. C'était une soirée amusante, et Suzanne n'était nulle part. Donc je n'étais pas aussi mal à l'aise que je l'aurais été d'habitude. Morgan étant ma meilleure amie, en qui j'avais le plus confiance, j'ai décidé de lui parler de Suzanne. C'était un peu gênant, parce que je ne l'avais jamais dit à personne auparavant. En plus, elle avait un air sceptique pendant que je parlais. « Je comprends rien à ce que tu dis. T'es complètement taré ou quoi ?» Elle a gloussé.
Je commence à me sentir un peu agité. Mais je suis pas fou, elle est réelle. Ces choses sont vraiment arrivées. Tu dois me croire. J'ai prêché pour moi-même. Écoute, quoi que tu dises, je ne veux pas entrer dans le vif du sujet. C'est impossible qu'un ami imaginaire prenne vie. On n'est pas dans un livre de science-fiction. Faut que tu te ressaisisses, là. Voilà ce qu'elle m'a dit. Je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir abandonné. Ma meilleure amie ne me croyait pas, alors que je savais que ce que je disais était vrai. Je suis parti peu après. Suzanne était toujours introuvable. Alors j'ai commencé à penser que, oui, j'étais peut-être un peu fou. Le lendemain matin, j'ai été réveillé par 3 coups vigoureux frappés à ma porte. Je me suis essuyé les yeux en allant ouvrir la porte. Lorsque j'ai ouvert, j'ai pu distinguer 2 hommes de la police à travers ma vision embrumée. Ils m'ont dit qu'on m'emmenait pour m'interroger et ils m'ont conduit à l'arrière de la voiture de police. Je n'avais aucune idée de la raison pour laquelle on m'interrogeait. Et je pensais que c'était juste pour un objet volé ou quelque chose de ce genre. Je me trompais lourdement. Ils m'ont dit que Morgan avait été tué la nuit dernière. Apparemment, sa colocataire a trouvé son cadavre ensanglanté en rentrant chez elle plus tard dans la nuit. D'après quelques témoins visuels, j'étais le seul à être avec elle avant cela. J'ai essayé de leur expliquer comment j'étais parti et que je ne pouvais pas être celui qui l'avait tuée, étant donné qu'elle était ma meilleure amie. Ils m'ont fait remarquer que la seule trace d'une autre personne était moi, donc ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre. Je savais au plus profond de mes tripes que c'était Suzanne. Par la suite, je me suis retrouvé en prison à vie. J'ai vu Suzanne pour la première fois depuis longtemps et j'ai su que je ne pouvais plus l'ignorer. « Qu'est-ce que tu es ?» lui demandai-je. Elle a gloussé et un grand sourire s'est étiré sur son visage. « Je suis toi !» elle m'a répondu. Je ne lui ai plus jamais parlé après cela, mais elle est restée à mes côtés même en prison. Chaque jour, j'essayais de convaincre les gardiens qu'il s'agissait de Suzanne, mais ils n'en tenaient pas compte. Bientôt, ils ont commencé à me donner des pilules pour faire face à ma folie. Je sais que je ne suis pas fou. Suzanne existe, et elle a tué Morgan. Ce n'était pas moi, vous devez me croire, c'était Suzanne. Elle est réelle. Ce n'est pas une amie imaginaire, elle est réelle, elle est réelle. Je le sais qu'elle l'est. Voilà ce que je passais mon temps à dire aux gardes. Je leur ai expliqué qu'il fallait que je sorte de prison, que je n'en pouvais plus, mais je ne savais pas comment m'échapper. Maintenant, je sais que je vais peut-être devoir tuer quelques gardes. Enfin, moi je ne peux pas, mais je sais que Suzanne le peut. Règle creepypasta. Comment se cacher des autorités ? Un nis, ou tonte en suédois, est une créature du folklore scandinave. C'est un petit lutin à barbe blanche, souvent croisé d'un bonnet rouge pointu. Il vit généralement dans les fermes ou près des maisons et protège les habitants, les animaux et les récoltes. Mais attention, le nis est très susceptible. Si on le néglige ou si on le traite mal, il peut devenir farceur ou même très vengeur et causer des ennuis. Le nis est un esprit protecteur, mais qu'il vaut mieux ménager. Madame X, Monsieur X, bienvenue dans votre nouvelle maison pour quelque temps. La police ne vous trouvera pas au nord. Au bout de ce chemin, environ 1,5 km, se trouve une cabane où vous logerez. Maintenant, c'est très important. Il y a des règles à suivre pour traiter avec les gens d'ici. Prenez cette liste, je vais la passer en revue. Il y a une autre copie dans la cabane. Règle 1. Ne jamais aller dans la forêt. Restez sur le chemin près de la cabane ou dans la clairière autour de la cabane. La forêt appartient au Nis, c'est le contrat. N'allez pas dans la forêt, pas pour faire pipi, ni pour regarder autour de vous. Jamais. Si vous voulez vous promener, allez sur le chemin ou dans la clairière. Vous ne me croyez pas. Vous voyez, quand vous voulez éviter la police, vous m'appelez.
Il n'y a personne à appeler pour éviter les nices ici. Continuez à rire et vous vous retrouverez éparpillés sur cette route dans une semaine, le ventre à l'air, les organes ici et là, les entrailles dispersées. Règle 2. Ne coupez pas et n'endommagez pas les arbres intentionnellement. La cabane contient une hache dont vous aurez besoin pour couper du bois de chauffage. Ne l'utilisez pas sur les arbres. Les nices possèdent tous les arbres ici. Vous n'aurez pas besoin d'éliminer les nouveaux arbres qui poussent, alors ne vous inquiétez pas. Quand je ferai ma tournée de ravitaillement, je vous apporterai du bois à couper. Alors ne vous inquiétez pas si vous en manquez. Règle 3. Préparez un bol de sucreries tous les soirs. Les nices nettoieront votre vaisselle, rangeront votre cabane et viendront tous les soirs. Mais vous devez les payer. Laissez un bol de bonbons dehors chaque soir. J'ai des dizaines de boîtes dans le garde-manger. Assurez-vous de bien refermer les boîtes après avoir versé les sucreries. Sinon, les nices pourraient y voir une invitation à manger toute la boîte. Ne cachez pas non plus le bol quelque part. Laissez-le simplement sur une table ou sur le comptoir. Si vous le cachez, ils penseront que vous vous moquez d'eux, ou bien que vous voulez jouer à des jeux. Et croyez-moi, leurs bêtises n'en valent pas la peine. Si vous oubliez de laisser un bol, laissez 2 bols le soir suivant en guise d'excuse. Si vous manquez trop de nuit, ils casseront des assiettes. C'est un mauvais signe, et si vous ne commencez pas à laisser des bols, vous allez vous réveiller au milieu de la forêt. J'apporterai plus de sucreries lors de la tournée de ravitaillement du mois prochain, alors ne vous inquiétez pas si vous en manquez. Règle 4. Chaque matin, ouvrez le Judas et regardez dehors. S'il y a un crâne de cerf nettoyé sur le poteau en bois, ne quittez pas la cabane. Verrouillez les portes, fermez le Judas et les stores, et ne quittez pas la cabane avant d'avoir constaté que le crâne a disparu, en général au bout d'un jour ou 2. Si vous entendez un sifflement aigu en marchant dehors, rentrez immédiatement dans la cabane et verrouillez-la comme si vous aviez vu le crâne de cerf sur le poteau. Ne regardez pas par les fenêtres ou le Judas, sauf pour vérifier si le crâne a disparu, et ne répondez pas aux coups de porte, aux bruits ou aux voix qui se font entendre à l'extérieur. Ne regardez pas par le Judas si vous entendez des bruits à la porte. Supposez que le crâne est là pour un autre jour. En fait, les nices ne sont pas les seules créatures dans le coin. Il y a des entités plus sombres que vous préférez ignorer. Si elles sentent la présence d'un être humain, elles commenceront à vous chercher dans les environs. Les nices les ralentiront et les empêcheront d'atteindre la cabane du mieux qu'ils peuvent. Mais ils l'atteindront s'ils vous cherchent. Heureusement, ils ont empêché les entités d'entrer dans la cabane. Mais ces entités essaieront toujours de vous piéger à l'extérieur. Des choses comme un arbre qui s'écrase ou des coups de feu. Vous entendrez peut-être aussi les voix de vos proches, les voix de la police qui vous disent d'ouvrir, ou même ma voix qui dit que j'ai oublié ma clé. Ne les écoutez pas. Vous devrez regarder par le Judas chaque matin si vous êtes coincé à l'intérieur, juste pour vérifier si le crâne est toujours là. Faites-le rapidement. Ne regardez pas longtemps ou vous verrez quelque chose de vraiment effrayant. J'ai laissé des livres, un générateur pour allumer la télévision et quelques DVD. Vous pouvez regarder des films et lire pendant que vous êtes coincé à l'intérieur. Si vous devez rester dans la cabane pendant quelques jours, remplissez toujours le générateur avant de vous coucher chaque nuit et assurez-vous d'avoir toujours du bois de chauffage dans la maison. Sinon, vous risquez de devoir vous emmitoufler dans la cabane. Encore une fois, j'apporterai un peu plus de gaz et les demandes de livres que vous avez eues chaque mois. Règle 5. Ne pas sortir s'il fait nuit. Vous pouvez sortir du lever au coucher du soleil, sauf dans le cas du crâne de cerf mentionné auparavant. Les nices sont les maîtres de la nuit, alors ne faites rien dehors quand il fait nuit. Tout ce dont vous avez besoin se trouve à l'intérieur de la cabane. Règle numéro 6. Lorsqu'il fait nuit, n'enquêtez pas sur les chuchotements ou les gazouillis dans votre maison. N'essayez jamais d'apercevoir, ni même de filmer ou de prendre en photo les nices. Ce bruit
est celui des Nice qui travaillent dans votre maison. Ils n'aiment pas être vus, alors ne les cherchez pas ou ils vous puniront. Ne leur adressez pas la parole et n'essayez pas de les filmer à leur insu ou en cachant votre caméra. Ils sauront si vous les avez vus clairement et si c'est le cas, ils seront très en colère. Règle 7. Si vous mettez en colère un Nice, excusez-vous en mettant de la crème fouettée sur les bonbons. S'ils vous avertissent ou vous aident, utilisez également de la crème fouettée pour les remercier. Il suffit de mettre une cuillerée de crème fouettée sur les bonbons dans le bol. Pour eux, c'est comme de l'alcool, et ils vous pardonneront généralement si vous les avez énervés. Mettez aussi de la crème pour les remercier s'ils vous mettent en garde. Il y a des tonnes de boîtes de ce produit dans la cabine et j'en apporterai si vous en manquez. Par contre, ne leur donnez pas de la crème fouettée tous les soirs. Ils seront trop souvent ivres et ce n'est pas bon. Essayez aussi d'éviter autant que possible de les mettre en colère, car la crème fouettée a ses limites et pourra peut-être ne pas tout résoudre. Il n'y a pas de satellite, de câble, d'internet, de téléphone, rien ici. Cette cabane est complètement hors réseau. Cette route ne figure même pas sur la plupart des cartes. Si vous avez des problèmes avec les gens du coin, vous êtes seul. Il y a une trousse de premiers soins si vous vous blessez, et si vous vous cassez ou vous tordez quelque chose, vous verrez que les Nice vous ont aidé à vous faire une attelle pendant que vous dormiez. N'oubliez pas de les remercier s'ils le font. Règle 8. N'ouvrez la porte à personne et cachez-vous dans la cabane si vous voyez quelqu'un à l'extérieur. Je vous ai mis en garde contre les entités qui tentent d'entrer, mais il peut aussi y avoir des randonneurs ou des chasseurs qui se promènent dans les environs. S'ils frappent, ne répondez pas. Votre visage est sur toutes les télés. Vous êtes reconnaissable par tout le monde. Et si la police découvre que vous êtes ici, c'en est fini de vous. Ne vous inquiétez pas si la personne ne veut pas partir. Les Nice la chasseront si elle continue à vous harceler. Quant à moi, j'ai toujours ma clé. Je n'aurai donc jamais besoin que vous m'ouvriez la porte. Il va sans dire qu'il ne faut jamais inviter d'autres humains que vous pourriez voir dans la cabane. Restez loin des autres. Si vous vous faites arrêter, je ne pourrai pas vous aider. Je reviendrai le mois prochain avec de la nourriture et d'autres fournitures dont vous avez besoin. Respectez les règles à la lettre. Le dernier type que j'ai fait disparaître se croyait au-dessus de tout. Quand je suis revenu, ses jambes pendaient à l'un des arbres. Détendez-vous, Madame X, Monsieur X. J'obtiendrai votre nouvelle identité une fois que la chaleur sera retombée. Et les Nice sont vos amis si vous les traitez bien. Et comme vous allez être là pour un bon moment, autant vous habituer à eux. Je préfère carrément la maison de tes parents. Il n'y a pas longtemps, j'ai remarqué un bruit étrange provenant de l'unité de climatisation, dans le mur du salon. Au début, ce bruit était presque imperceptible par rapport aux autres bruits qu'un tel appareil émet habituellement. Il s'agissait d'abord d'un léger cliquetis, qui ne se produisait qu'au moment de la mise en marche. Je l'avais attribué à l'âge des appartements et des appareils qui s'y trouvaient. En réalité, il n'était pas si vieux que cela, mais sans un entretien constant, les choses s'abîment et tombent en ruine assez rapidement. Tout dans l'appartement faisait au moins un peu de bruit. La machine à laver tremblait, le lave-vaisselle faisait le bruit d'un jet au décollage, et le réfrigérateur se mettait en marche toutes les quelques minutes et ronronnait si fort que je devais monter le son de la télévision pour entendre quoi que ce soit. Vous comprenez donc qu'il n'était pas si grave que le climatiseur fasse un peu de bruit. Je l'ai donc relégué au second plan, considérant qu'il s'agissait d'un phénomène lié à l'âge. C'était jusqu'à ce qu'il commence à le faire de plus en plus souvent. Je l'ai remarqué pour la première fois lorsque je l'ai mis en marche et que le claquetis n'est pas disparu au bout d'une seconde ou deux. Je me suis dit qu'il fallait que je prévienne le propriétaire pour qu'il vienne réparer. Au bout d'une minute, le bruit s'est de nouveau arrêté et cette pensée s'est évanouie dans ma mémoire. Quelques semaines ont passé et j'ai commencé à remarquer quelques phénomènes étranges.
Des grattements dans les murs, l'électricité qui vacille, le bruit sourd occasionnel dans la nuit. Encore des choses qui pouvaient toutes se produire en raison de l'âge du câblage. Peut-être qu'une souris s'était introduite dans les murs ou qu'un nouveau voisin bruyant avait emménagé. Tout cela s'expliquait assez bien, pensais-je. En outre, je travaillais beaucoup et je n'avais pas beaucoup de temps libre pour faire grand-chose, alors cela ne me dérangeait pas. Mais lorsque des objets ont commencé à disparaître dans mon petit appartement d'une chambre, j'ai commencé à vraiment m'inquiéter. Je n'étais pas rentré chez moi depuis ce qui me semblait être 2 semaines. Entre le travail et les amis, je n'étais presque jamais là, à part pour dormir et me laver. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse le tour de l'appartement pour voir où mes affaires avaient pu passer. La télécommande de la télévision, une calculatrice, plusieurs paires de chaussettes et une chaussure avaient apparemment été égarées. J'ai donc fouillé pièce par pièce, qui n'étaient en fait que 4 pièces en tout, cherchant haut et bas mes affaires, et ce faisant, j'ai remarqué que de plus en plus de petites choses inefficaces manquaient également à l'appel. Je me suis dit que c'était étrange. Où est-ce que ces choses étaient toutes passées ? J'ai appuyé sur le bouton d'allumage de la télévision et je me suis assis dans mon fauteuil autrefois familier, devenu un étranger dans ma propre maison oubliée, et j'ai remarqué quelque chose. La télévision n'était pas allumée. J'ai tourné l'interrupteur vers le haut et vers le bas, mais rien. Oh putain, ça devient ridicule, ai-je l'échappé à haute voix. Je me suis levé et j'ai tourné le bouton de ma chaîne stéréo. Rien. J'ai fait le tour des appareils et je les ai testés pour voir s'ils fonctionnaient encore. En vain, car plus rien ne fonctionnait. Sauf, étrangement, le climatiseur, de plus en plus bruyant. Il s'est mis en marche avec un bruit sourd et a fonctionné ainsi pendant plusieurs minutes jusqu'à ce qu'il fasse une étincelle, que j'entende un bruit sourd et qu'il s'éteigne à son tour. Peut-être que l'électricité est coupée et que tout ira bien demain matin, me suis-je dit à demi-mot. J'ai eu du mal à dormir cette nuit-là. Les voisins étaient particulièrement bruyants et le fait d'être privé d'électricité me rendait très nerveux. Je me suis réveillé le lendemain matin pour constater que l'électricité était toujours coupée. J'ai pris une douche, je me suis habillé et je suis allé voir mes voisins pour leur demander s'ils avaient les mêmes problèmes. J'ai frappé fort à plusieurs reprises, mais personne n'a répondu. J'ai décidé que c'en était assez et je me suis rendu au bureau d'entretien pour me plaindre et espérer résoudre ce problème. Lorsque j'ai ouvert la porte, l'odeur de fumée viciée m'a envahi les narines. L'endroit était en désordre. Des papiers et des cendres jonchaient le bureau. La peinture s'écaillait, les fenêtres étaient maculées et une télévision ne diffusant que de l'électricité statique était vissée au mur. Assis derrière le bureau, un homme mince et grisonnant semblait ne pas s'être lavé depuis une semaine. Je lui ai raconté que soudain tout ne fonctionnait plus, sauf la climatisation. Il m'a jeté un regard sarcastique et d'un ton bourru, a pris sa boîte à outils et m'a suivi jusqu'à mon appartement. Vous voyez, j'aurais bien appelé, mais pour une raison quelconque, rien ne semble fonctionner, et je ne pense pas que l'électricité soit coupée parce que l'air conditionné fonctionnait et s'est soudainement arrêté. J'ai expliqué. Eh bien, jetons-y un coup d'œil, dit-il. Il s'est approché de l'appareil, a dévissé la façade et a jeté un coup d'œil à l'intérieur. Il a allumé sa lampe de poche et s'est mis à dévisser et à vérifier différentes choses lorsqu'il s'est arrêté soudainement et a sorti une petite chose attachée à un cordon qui n'avait pas l'air d'être à sa place. Il m'a demandé en haussant les sourcils « C'est à vous ?» Je n'arrivais même pas à identifier ce qu'il tenait. « Je ne crois pas, qu'est-ce que c'est ?»« C'est une de ces petites caméras espionnes. Tu n'as pas invité des filles pour les filmer en cachette, n'est-ce pas ?» Il fait un sourire narquois. « Ben non, mais qu'est-ce que ça fait chez moi ?» Je commençais à avoir peur et à m'énerver un peu. Il a haussé les épaules. « Voyons où va ce fil, ok ?» Il a suivi le fil avec sa main et s'est arrêté pour regarder à l'intérieur. « Il y a un petit trou ici, il va dans le mur. » Il a sorti son marteau et s'est mis au travail en enlevant des morceaux de la cloison sèche et en suivant le fil. Je paniquais. Qui avait mis ça là ? Ce vieux pervers me surveillait-il ? Il y en a d'autres ?
Toutes ces questions me passaient par la tête pendant que je le regardais travailler. « Eh bien, cela explique beaucoup de choses », a-t-il dit en retenant son souffle. « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ?» lui demandai-je. « On dirait que quelqu'un a refait le câblage de vos prises ici. » Il a reculé pour me montrer ce qu'il voyait. « Mais pourquoi ?»« Bah, à mon avis, pour voler ton électricité. T'es sûr que t'as rien remarqué ?» Son calme m'a mis sur les nerfs. Je repensais aux bruits étranges dans mes murs, aux bruits sourds, aux lumières vacillantes. Ce qui m'avait semblé normal par le passé faisait battre mon cœur à tout rompre. J'ai remarqué quelques petites choses ici et là, mais je ne suis pas venu pendant ces derniers temps. Je pensais que c'était juste un vieil endroit. Il m'a jeté un regard sceptique et a continué à suivre le faisceau de fils et de câbles qui ne cessait de s'étendre dans tout l'endroit. Certains fils se ramifiaient vers d'autres caméras minuscules, cachées dans les bouches d'aération ou dans l'ombre, et un peu partout dans mon appartement. Comment ai-je pu ne pas les remarquer ? Mon cœur s'est mis à battre de plus en plus vite au fur et à mesure qu'il en découvrait d'autres. Il a continué et, une à une, il a découvert que toutes mes prises électriques avaient été reliées à un faisceau central qui menait à la chambre à coucher. Mon cœur s'est arrêté. Depuis combien de temps c'est là ? Pas longtemps, je dirais. On vérifie systématiquement tous les appareils et les prises avant de louer les lieux. Alors, où cela mène-t-il ? Demandai-je. Il a continué à faire des trous avec son marteau et à suivre les câbles redoutés jusqu'à ce qu'il s'arrête et regarde dans le dernier trou qu'il a fait avec une lampe de poche. L'espace entre les murs devient beaucoup plus grand ici. Je pense que je peux entrer. Je vois quelque chose qui brille juste au coin, dit-il. Il a fait un trou assez grand pour qu'il puisse s'y glisser et a disparu dans le mur de ma propre chambre. Il est réapparu quelques secondes plus tard avec un air sinistre sur le visage et son teint était devenu pâle. Il n'était plus l'homme calme et apparemment sans peur qu'il était auparavant. « Tu ne vas pas vouloir entendre ça, mais il y a une petite pièce derrière. Des moniteurs sont installés un peu partout et toutes sortes de choses sont éparpillées. On dirait que quelqu'un vivait là-dedans, mais il n'y a plus aucun signe de lui. » Il déglutit difficilement. « Cet endroit commence à me faire peur. Si j'étais toi, je déménagerais. » J'ai fait mes valises et je suis parti chez mes parents ce jour-là, ne voulant pas passer une seconde de plus dans cet endroit creepy. Les jours suivants, la police est venue enquêter sur toute la scène. Ils ont trouvé 20 moniteurs différents, tous reliés à des lecteurs VHS dans cette petite pièce dans les murs. Étonnamment, aucune cassette n'a été retrouvée. Et le ou la psychopathe qui m'avait observé toutes ces nuits n'a pas été retrouvé non plus. Quelques semaines plus tard, une boîte est arrivée sur le pas de la porte de mes parents. Elle n'était pas étiquetée, mais à l'intérieur se trouvaient toutes les petites choses qui avaient disparu dans mon appartement. J'ai également trouvé un morceau de papier sale et déchiré sur lequel était griffonné un message à peine lisible. « Je préfère carrément la maison de tes parents. » Cambriolage en enfer. Le magicien enterré vivant contre le monstre. La seule chose que ce magicien ne pouvait pas sortir de son chapeau était l'argent dont il avait besoin pour payer la pension alimentaire de ses enfants. C'est donc avec une certaine réticence qu'il est passé de l'art de faire apparaître des pièces de monnaie derrière les oreilles d'enfants ravis à celui de faire disparaître des portefeuilles et des coffrets à bijoux dans les maisons au milieu de la nuit. Avec l'habileté que seul un magicien chevronné peut posséder, il s'est glissé dans la vie criminelle, crochetant les serrures, désactivant les alarmes et se déplaçant silencieusement, en parfaite maîtrise de son corps. Il savait qu'il faisait un excellent voleur, et bientôt son dégoût initial se transforma en une soif de l'excitation que procurent les effractions et les cambriolages. La dernière fois qu'il avait ressenti une telle excitation, c'était au cours de sa précédente carrière d'artiste de l'évasion, qui avait failli se terminer en catastrophe lorsqu'il avait failli être enterré vivant au cours d'une cascade. Une fois de plus, le mois approchait de la date à laquelle il devait verser la pension alimentaire pour la fille qu'il ne voulait pas voir, et le voleur commença donc à faire des recherches dans la petite ville de Caroline du Nord où il se trouvait.
Après quelques discussions, il décida de cambrioler une petite maison à la périphérie de la ville. La maison était bien isolée derrière une forêt dense que le voleur pouvait utiliser pour masquer sa fuite. Le propriétaire, un grand homme âgé, serait facile à éviter. Et le voleur prévoyait peu d'obstacles à son inévitable succès. L'homme ne semblait pas marié ni avoir d'autres familles, ce qui faisait que la seule préoccupation du voleur était les divers invités que l'homme amenait parfois dans sa maison. Après des semaines d'observation, il avait vu l'homme revenir avec un jeune homme et une jeune fille. Le voleur avait craint qu'ils ne restent dans la maison, car il ne les avait pas vus partir. Mais une semaine plus tard, il supposa qu'ils étaient partis quand ils s'étaient absentés de la maison. Le voleur décida de passer à l'action tard dans la nuit, alors qu'il savait que l'homme serait absent. Probablement en train de se rendre dans un club de striptease ou chez une prostituée, pensa-t-il avec un certain mépris. Revêtu de son masque noir et muni d'un pied de biche et d'un petit couteau, il se faufila dans le champ entre la rangée d'arbres et la maison qu'il visait. Il monte facilement au 2e étage et se faufile par une fenêtre ouverte. Le voleur est déçu. L'étage supérieur de la maison de l'homme était peu décoré et couvert d'une couche de crasse. Il ne vit aucune montre, aucun bijou d'épouse ou d'amant, aucun coffre-fort, aucune liasse de billets, aucun téléviseur coûteux. La seule chose qu'il accueillit, à part un cafard qui se précipita sous le lit en entendant la fenêtre s'ouvrir, fut une odeur légèrement désagréable. Le voleur espère que l'étage inférieur sera plus fructueux. Descendant prudemment les escaliers, le voleur tendit l'oreille, à l'affût de tout signe de retour de l'homme. Le rez-de-chaussée s'avéra aussi décevant que le premier. Peu de meubles, pas de télévision, et une fois de plus une couche de crasse et une odeur plus forte. L'odeur était très désagréable, et le voleur se demandait comment l'homme avait pu vivre là. Il est à nouveau déçu, mais ne veut pas renoncer à son escapade de sitôt. Il décida de vérifier s'il y avait un sous-sol dans la maison, dans l'espoir de gagner un peu d'argent grâce à cette nuit. Alors que le voleur trouve la porte du sous-sol, il entend le bruit d'une voiture dans l'allée en gravier. L'homme était chez lui. Une situation à laquelle le voleur n'était absolument pas préparé. Il entendit la porte de la voiture claquer et une fille demander si elle pouvait voir le chiot. « Ce doit être sa fille », pensa le voleur. Il pensa à se précipiter vers les marches du 2e étage, mais la porte donnant sur l'extérieur se trouvait entre lui et les marches. Le voleur ne voulait pas s'y risquer. Et si l'homme le voyait? Et s'il était armé? Jamais auparavant le voleur n'avait cambriolé une maison en présence de son propriétaire. Jamais auparavant, le voleur n'avait été confronté à la perspective de se faire prendre. L'excitation que lui procurait cette tournure des événements était sans égale, même à l'époque où il était un artiste de l'évasion. Les clés s'enclenchèrent dans la porte, et lorsque celle-ci commença à s'ouvrir, le voleur se cacha dans le sous-sol, persuadé qu'il pourrait bientôt s'enfuir. La puanteur était écrasante. Le voleur eut un haut-le-cœur puis se mit à vomir. Il descendit les escaliers en titubant, craignant soudain d'être pris, craignant soudain que l'homme ait entendu. Alors qu'il atteignait le bas de l'escalier, il entra en enfer. Un four décroché à viande, une lance à incendie, des chaînes et une pile de grandes caisses en bois. Des murs en béton couverts d'une tache brune qu'aucune quantité d'eau ne pourrait nettoyer. Près de la chaudière, bien rangée dans un bac, des tas d'eau, des petits os. Le voleur ne croyait pas en Dieu, mais il se mit à prier. Il pria pour qu'il s'agisse d'eau d'animaux. Il vit que ce n'était pas le cas. Il vit une pile de vêtements soigneusement empilés dans un coin. Des vêtements d'hommes et de femmes de différentes tailles. Une chemise à carreaux d'homme, la robe à fleurs d'une fille. L'odeur du fer, de la peur et du désespoir. L'excitation avait disparu. Il ne restait que ses mains froides et tremblantes, son pied de biche, la sueur froide sur son front et le petit couteau dans sa poche. Un cri retentit sur les marches, suivi d'un bruit de ruban adhésif. La porte du sous-sol s'ouvrit et l'homme commença à descendre, traînant sa dernière prise. Une autre jeune fille, d'à peine 11 ans, enlevée sur un terrain de jeu, à présent meurtrie,
ensanglantée et enveloppée dans du ruban adhésif. La jeune fille appelait ses parents à grands cris et se débattait pour s'échapper. Elle a cessé de se débattre lorsque l'homme l'a frappée à nouveau, violemment, au visage. Elle ne s'est pas débattue lorsque l'homme l'a enchaînée au mur. Elle ne s'est même pas débattue lorsqu'il lui a arraché sa robe. Le voleur était silencieux, accroupi derrière la pile de caisses en bois. Il ne voulait pas savoir ce que contenaient ces caisses. L'homme savait qu'il n'était pas seul dans la cave avec son nouveau butin. Il avait entendu le voleur rétorquer, et après avoir jeté un coup d'œil autour de lui, il savait que le voleur se cachait dans le seul endroit disponible, derrière les caisses. Cela n'inquiéta pas du tout l'homme. Au contraire, il se réjouissait à l'idée d'avoir un nouveau jouet. La seule chose qui lui donnait à réfléchir était la difficulté qu'il y avait à gérer les luttes des adultes. Ils se battent toujours plus durement que les enfants. C'est peut-être parce que les enfants pensaient qu'il y avait de l'espoir, alors que les adultes savaient qu'il n'y en avait pas. L'homme a décidé qu'il devait adoucir sa nouvelle entreprise. Un séjour en boîte devrait suffire. Il pourrait même laisser sa nouvelle compagnie dans la boîte pendant la nuit. Après tout, il en avait déjà une vivante. Après avoir enchaîné la fille au mur, l'homme fonça sur la pile de boîtes et se jeta dessus, poussant les boîtes contre le mur et piégeant le voleur. Il passa le coin de la rue, regarda le voleur dans les yeux, paniqué, et lui asséna un coup de genou à la tête, l'assommant. Le voleur s'est réveillé dans l'obscurité. Il était enchaîné en position fétale dans un endroit sombre et claustrophobe. Il pouvait à peine respirer. Il savait où il était. Il se souvenait du tour qui avait failli le tuer. Il était enterré vivant. Le voleur commença à paniquer. Et comme il était en hyperventilation, la faible quantité d'oxygène présente dans son tombeau diminua encore. Il commença à se sentir léthargique. Il savait qu'il devait faire quelque chose. C'est ce qu'il fit. Avec une facilité déconcertante, le magicien retira ses mains de ses chaînes. À l'aide du petit couteau qui se trouvait toujours dans sa poche arrière, il déverrouilla les entraves autour de ses chevilles. Mais il était toujours enterré vivant. Il ne pouvait rien faire de plus. Le magicien repensa à sa famille, à la femme qu'il avait laissée tomber et à la fille qu'il avait négligée. Il pensa à la jeune fille enchaînée à un mur, terrifiée. Il pensa au père de la petite fille, qui était peut-être comme lui, qui n'aurait peut-être jamais la chance de revoir sa fille. Le voleur est mort. Le magicien est mort. Le père a survécu. Toujours accroupi dans la boîte claustrophobe, il appuya son dos contre le sommet et commença à pousser. Les planches craquèrent, les muscles se déchirèrent, les tendons atteignirent leur point de rupture et la terre commença à bouger. Il se leva, repoussant les planches de bois et la terre, et poussa un cri. Ce n'était pas un cri de proie. L'homme entendit le cri, et pour la première fois de sa vie, il eut peur. L'homme prit un fusil à canon scié dans sa table de nuit et sortit pour inspecter la tombe peu profonde. En passant la porte arrière, il vit la bête émerger du sol, recroquevillée et couverte de terre, avec une lueur de prédateur dans les yeux. L'homme abaissa son fusil et tira des deux côtés. Mais l'homme a raté ses coups. Il n'aura pas d'autre chance. La petite fille fut réveillée par des cris et un coup de feu. Elle était toujours enchaînée au mur, mais à part les bleus, elle était restée indemne pendant que le méchant homme s'occupait de l'autre. Maintenant elle tremblait. Le premier cri avait eu une qualité qui l'avait effrayée. Il sonnait comme de la colère. Les cris qui suivirent le coup de feu étaient ceux du désespoir et de la douleur. La petite fille entendit la porte du sous-sol s'ouvrir. Elle entendit quelqu'un descendre les marches et se mit à pleurer à l'idée de ce que le méchant homme pourrait lui faire. Un homme était accroupi devant elle, essuyant ses larmes. Des mains expertes la détachaient. Un manteau est drapé sur elle. Une robe est posée sur ses genoux. Lorsqu'elle a levé les yeux, elle a vu des yeux bienveillants. Son père l'a prise dans ses bras et l'a emmenée hors du sous-sol vers le reste de sa vie. Elle avait un visage pourri et m'a appelé par mon prénom.
Note. Cette histoire est une expérience personnelle vraie et non embellie qui s'est produite le 9 décembre 2010. J'ai toujours été une personne sceptique et logique, un penseur critique. Très jeune, mon père, un médecin, m'a dit que tout ce qui se trouve en dehors du monde physique est un mythe, après que j'ai fait un cauchemar à propos de démons. Hocus pocus, disait-il, une illusion créée par les erreurs de l'esprit humain. À l'âge de 5 ans, je ne croyais ni au Père Noël, ni au lapin de Pâques, ni à la fée des dents. Néanmoins, j'aimais les films d'horreur et les sujets surnaturels parce que je les trouvais fascinants, même d'un point de vue scientifique. Et je pense qu'à un niveau subconscient, je voulais découvrir quelque chose d'aussi incroyable qu'un fantôme. C'est probablement l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de visiter le Tréteau Nord. Le Tréteau Nord, ou North Trestle en anglais, est un vieux pont ferroviaire désuet qui surplombe une partie étroite de North Lake, une vallée fluviale et sinueuse inondée par un barrage il y a plus de 60 ans. Le pont est encore plus vieux que le lac, et comme pour toutes les choses anciennes, les gens perpétuent des rumeurs selon lesquelles le pont serait hanté par une sorte de fantôme. L'histoire raconte que Geneviève, une jeune fille riche qui fréquentait notre lycée dans les années 60, avait l'habitude de rencontrer secrètement son amante sur le pont les nuits de lune. Lorsque sa mère contrôlante l'a découvert et ne l'a plus laissé voir sa petite copine, Geneviève s'est pendue au pont. Apparemment, si vous traversez le pont par une nuit de pleine lune, vous la verrez. Geneviève était une histoire classique que tous les élèves de première année de notre lycée entendaient, et je la trouvais tout simplement stupide. Pour moi, ce n'était qu'une rumeur homophobe. Un jour, j'ai décidé qu'il serait amusant d'aller sur ce pont et de filmer pour le journal télévisé de l'école, dans l'espoir de mettre fin à cette histoire stupide. Chris, notre rédacteur en chef, était d'accord pour m'accompagner, et notre amie Jenna voulait y aller pour voir de ses propres yeux ce qui s'était passé. Une semaine plus tard, à la pleine lune, nous avons pris une caméra et 2 litres de Mountain Dew et nous nous sommes dirigés vers le pont. Nous avons pris la route du nord, de plus en plus loin de la ville, jusqu'à ce que nous ne soyons entourés que de pins et de champs de maïs. C'était la partie du comté de Catawba à laquelle la plupart des gens ne pensaient pas, un coin sombre de la carte. Dieu merci pour la pleine lune, me suis-je dit. Nous n'avions pas vu de réverbère depuis des kilomètres, et je souffre d'une cécité nocturne assez grave. Je n'arrive pas à distinguer les formes les plus simples si le soleil est couché ou si les lumières sont faibles. Après ce qui nous a semblé être une éternité, nous avons finalement vu le clair de lune scintiller sur l'eau et nous nous sommes garés dans un port de plaisance près du pont. « Ah, il fait froid !» s'est écriée Jenna dès que nous avons ouvert la porte de la voiture. « Bien, » ai-je répondu. « Nous avons besoin d'une nuit froide et claire comme celle-ci. Je ne pense même pas que nous ayons besoin d'une lumière pour l'appareil photo. » Mais pour une raison ou une autre, le clair de lune perçant l'air froid était plus étrange que l'obscurité totale. La façon dont la lumière filtrait à travers les pins jusqu'au sol nu m'intriguait. D'une manière étrange, on avait l'impression que la nuit voulait nous montrer quelque chose. Alors que nous marchions le long de la voie ferrée rouillée en direction du pont, Chris prit la parole. « On marche jusqu'au milieu du pont. Dan, toi, tu filmes un peu là, puis on marche de l'autre côté du pont et on revient. On aura au moins, 10 minutes de film, et je montrerai les parties ennuyeuses. Ça vous va comme plan ?» « C'est un bon plan, mais ouais, il y aura vraiment des parties ennuyeuses, » ai-je répondu. « Bah, t'en sais rien, Dan !» répondit Jenna. Marcher sur le pont à Tréteau était déjà très éprouvant pour les nerfs. Les trous étaient assez grands pour qu'on puisse s'y glisser, et dès que l'eau était sous nous, nous étions à une hauteur vertigineuse. « T'imagines si on se casse la gueule ? On pourrait peut-être revenir ici en été ?» remarque Chris. Je lui ai dit que l'eau devait être assez profonde. « Bon, vous la mettez en sourdine un peu ?» a répondu Jenna. Elle était habituellement la voix de la raison. Juste avant d'arriver au milieu du pont, j'ai été paralysé. Un nuage avait recouvert la lune et j'aurais pu me trouver dans une grotte. « Attendez les gars,
Je vois pas où je marche. » Ils étaient tous les deux choqués. « Quoi, Dan, tu ne vois même pas le pont ?»« Je ne vois même pas ma propre main !» ai-je précisé. « Détendez-vous et donnez-moi une seconde, quoi !» J'ai cherché les traverses de bois et j'ai progressé lentement. « Pourquoi t'avons-nous confié la caméra ?» Ils ont ri tous les deux. « Ne trébuche pas et ne fais pas tomber la caméra. Bon, toi, on s'en fout, mais la caméra, elle est importante. » Ont-ils continué à rire. À mon grand soulagement, le nuage s'est dissipé et la lune est réapparue. Finalement, nous sommes arrivés au milieu du pont et nous nous sommes assis pour filmer les choses inintéressantes. Nous voici au Tréteau Nord, le seul et unique endroit où l'on peut voir le fantôme de Geneviève. Les lycéens de notre région entendent cette histoire depuis plus de 10 ans. Chris a raconté son histoire avec enthousiasme pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce que le voyant de la batterie faible s'allume. « Oh merde !» dit-il. « Dan, tu vas de l'autre côté du pont et tu reviens. Ça devrait suffire pour que Jenna aille chercher la batterie de rechange. » Jenna prend la parole. « Ouais, c'est vrai, je vais pas y aller toute seule. »« Bon, d'accord, je viens. » dit-il en guise de compromis. Ils sont repartis vers la voiture et j'ai pris la direction opposée pour atteindre l'autre côté. 5 minutes plus tard, j'ai entendu un grand cri aigu. « Jenna !» j'ai dit tout haut. J'ai pensé qu'elle avait dû trébucher ou tomber, mais quand j'ai regardé en arrière sur la longue piste, j'ai vu qu'ils avaient tous les deux déjà quitté le pont. Le cri semblait également provenir de l'autre direction, celle vers laquelle je me dirigeais. J'ai continué à marcher, même si c'est avec un peu plus de réticence. Pour la première fois, une brise froide soufflait. Je n'étais pas sûr de ce que c'était, ou si c'était juste mon ouïe aiguisée qui détectait une perturbation lointaine. Quelques minutes plus tard, j'étais au dernier quart du pont. De plus en plus confiant dans le fait que le Tréteau Nord n'était qu'un pont, et que la seule trace de Geneviève se trouvait 6 mètres sous terre quelque part, poussiéreuse à l'heure qu'il est. Cette confiance a été ébranlée lorsque j'ai regardé le ciel. Un nuage se dirigeait à nouveau vers la pleine lune et au-delà. Il y avait quelques autres nuages. « Merde !» ai-je dit à haute voix. Quelques secondes plus tard, j'étais à nouveau plongé dans l'obscurité totale. « Bon, ça va, rien de quoi paniquer. » essayai-je de me dire, mais le son de ce cri étrange résonnait encore dans ma tête et le bourdonnement sourd devenait de plus en plus fort. Je me suis traîné et j'ai cherché les bons pas, progressant lentement vers l'autre côté du pont. « Daniel !» murmura faiblement quelque chose devant moi. Je me suis figé. Ce devait être le vent. À ce moment-là, j'aurais voulu voir quelque chose, ne serait-ce qu'une ombre, mais mes yeux n'avaient aucun indice. J'ai continué à avancer. J'ai cru entendre des respirations, alors que je trouvais lentement les bons endroits pour marcher. Soudain, quelque chose s'est précipité devant moi. Je me suis retourné et j'ai crié « Hé, c'est qui ?» Je savais maintenant que mon esprit ne me jouait pas de tour. Quelqu'un était là. Je me suis dit que ce devait être quelqu'un qui était là pour nous faire une farce ou un sans-abri qui voulait qu'on le laisse tranquille. Je me suis arrêté et j'ai posé l'appareil photo sur la piste. Avoir un appareil photo est une raison de plus pour que quelqu'un me tue, me suis-je dit. Je reviendrai le chercher plus tard. J'ai attendu quelques minutes jusqu'à ce que mon téléphone sonne. C'était Jenna. « Dan, on a la batterie. Est-ce que c'est toi qui viens vers nous ? Tu as filmé l'autre côté ?» J'ai crié à la première occasion. « Non, ce n'est pas moi. Retourne à la voiture. Je crois qu'il y a quelqu'un. » Elle a raccroché. « Bon, d'accord, » me suis-je dit. Comment retourner à la voiture ? Cette personne m'a piégé. J'ai pensé à aller de l'autre côté, mais je ne pourrais jamais trouver mon chemin dans ces bois. Même si je pouvais, je serais de l'autre côté du lac, et il n'y aurait pas de pont à des kilomètres à la ronde. « Merde !» ai-je encore dit à voix haute. Je devais affronter cette personne, lui dire que je partirais et que je ne reviendrais jamais, et la faire descendre de ce terrible pont. J'ai continué à avancer dans l'obscurité, en reprenant le chemin que j'avais emprunté. Quelques minutes plus tard, la lune est réapparue et je l'ai vue.
Une silhouette se dirigeait vers moi. Le pont n'a été éclairé que pendant quelques secondes, jusqu'à ce que la lune disparaisse à nouveau derrière un nuage. J'ai avancé en traînant les pieds, ma jambe tremblante tombant presque dans un trou. La lune est réapparue et elle était beaucoup plus proche, à seulement 200 mètres. Mais la silhouette ne ressemblait encore qu'à une ombre. La lune a de nouveau disparu et j'ai avancé en traînant les pieds, tremblant tellement que j'ai cru que j'allais tomber. Lorsque la lune est réapparue, je me suis arrêté net. La silhouette était plus proche maintenant, à seulement une centaine de mètres, et je pouvais distinguer ses traits inhabituels. Elle avançait en boitant, ses bras se balançant comme s'ils étaient cousus. Ses cheveux noirs et gras pendaient jusqu'à ses genoux et sa tête était inclinée sur le côté. Mais le visage, c'est ce qui m'a glacé le sang et donné des nausées à l'estomac. Il était blanc cassé avec une teinte verte et blanc. Pas d'yeux, de nez ou de bouche. Juste une texture ridée comme une citrouille qui aurait pourri. J'ai prié pour que le prochain nuage ne couvre pas à nouveau ma seule lumière. Mais ma prière est restée sans réponse, car l'obscurité est retombée. C'est quelqu'un qui porte un masque. C'est quelqu'un qui porte un masque, putain. C'est quelqu'un qui porte un masque. Ai-je essayé de me dire à maintes reprises, mais quelque chose en moi disait le contraire. La façon dont la chose se déplaçait n'était pas naturelle. J'ai essayé de reculer lentement, et j'ai failli trébucher. À quel point l'eau est froide, pensais-je. À quelle hauteur suis-je? Oh putain, mais à quoi je pense? C'est pas une option. Mais est-ce que j'ai d'autres options? J'ai levé les yeux et j'ai vu la lune sur le point de se révéler. Mes jambes tremblaient comme de la gelée, me tenant à peine debout. J'avais le sentiment que quelqu'un a, juste avant de sauter à l'élastique, bien que je n'ai pas d'élastique. La lumière de la lune s'est glissée une fois de plus derrière le nuage et j'ai jeté un coup d'œil terrible. La créature, la chose, la silhouette se tenait à 3 mètres de moi, la tête toujours penchée sur le côté. J'avais tort sur un point. La chose avait bien une bouche. Un sourire hideux s'étalait sur son visage vide, sa peau ridée s'écartait pour révéler des gencives noires et des dents déchiquetées. « Daniel » dit la bouche souriante. Elle fit un pas en avant. Mes jambes m'ont projeté sur le côté, mon esprit n'ayant même pas calculé jusqu'où je devais sauter pour éviter les fondations en béton en contrebas. Mon estomac a lâché, mais je n'ai même pas regardé l'eau vers laquelle je me dirigeais. Je ne me suis pas redressé ni préparé à l'impact. Pendant tout ce temps, alors que l'air froid s'engouffrait dans mon corps, l'image de ce sourire grotesque s'est imprimée dans mon esprit. Ce n'est qu'à la dernière seconde que je me suis tordu pour éviter que mon dos ne heurte l'eau en premier et que je manque de peu le béton. Même immergé dans l'eau glacée, je ne pensais qu'à son sourire. Même en frissonnant dans mon caleçon sur le chemin de retour, tout ce que je voyais, c'était le sourire de Geneviève. Je ne peux pas ouvrir les portes. J'ai été adopté. Je n'ai jamais connu ma vraie mère. Plutôt, je l'ai connue à un moment donné, mais je l'ai quittée quand j'étais trop petit pour m'en souvenir. J'aimais ma famille adoptive. Ils étaient si gentils avec moi. Je mangeais bien, je vivais dans une maison chaude et confortable, et je pouvais me coucher assez tard. Je vais vous parler rapidement de ma famille. Tout d'abord, il y a ma mère. Je ne l'ai jamais appelée maman ou quelque chose comme ça. Je l'ai simplement appelée par son prénom, Janice. Cela ne la dérangeait pas du tout. Je l'ai appelée ainsi pendant si longtemps que je pense qu'elle ne l'a même pas remarqué. Quoi qu'il en soit, c'était une femme très gentille. Je pense que c'est elle qui a recommandé mon adoption en premier lieu. Parfois, je posais ma tête contre elle devant la télévision et elle me chatouillait le dos avec ses ongles. Deuxièmement, il y a papa. Son vrai nom est Richard, mais il ne m'a jamais vraiment aimé. Alors j'ai commencé à l'appeler papa dans une tentative désespérée de gagner son affection. Cela n'a pas fonctionné. Je pense que peu importe comment je l'appelais,
Il ne m'aimerait jamais autant que son propre enfant. C'est compréhensible, alors je n'ai pas insisté. La caractéristique la plus remarquable de papa était sa sévérité inébranlable. Il n'avait pas peur de réprimander ses enfants lorsqu'ils faisaient quelque chose de mal. Je m'en suis rendu compte avant de pouvoir utiliser les toilettes correctement. Il n'a pas hésité à me donner une fessée. Eh bien, je suis dans le rang et c'est grâce à ses méthodes. Enfin, il y a ma sœur. La petite Émilie était très jeune quand j'ai été adopté. Nous avions donc à peu près le même âge, mais elle était un peu plus âgée. J'aimais bien la considérer comme ma petite sœur. Nous nous entendions mieux qu'aucun frère ou sœur ne pouvait le faire. Nous nous couchions toujours tard ensemble et nous parlions. En fait, c'est elle qui parlait le plus, et je me contentais d'écouter parce que je l'aimais. C'était une bonne configuration que nous avions. Nous n'avions pas beaucoup de chambres, alors comme je ne voulais pas dormir tout seul dans le salon quand j'étais plus petit, j'ai fait installer une palette pour moi à côté de son lit, sur le sol. C'est là que je dors depuis. Cela ne me dérangeait pas car j'aimais être avec elle et je m'étais toujours senti assez protecteur envers ma petite sœur. Tout a changé un horrible mercredi soir. Je faisais une sieste à la maison lorsque la petite Émilie a ouvert la porte d'entrée. Le bruit de l'ouverture de la porte m'a fait reprendre conscience et j'ai marché de la chambre au couloir jusqu'au salon. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu qu'on était mercredi. Je n'ai jamais été très doué pour savoir quel jour on était. En fait, je vais aller de l'avant et le dire, ma notion du temps était horrible. Néanmoins, je savais que c'était mercredi parce qu'Émilie venait de rentrer de la réunion du groupe de jeunes de son église. Elle a franchi la porte d'entrée et m'a serré dans ses bras, avant d'être suivie par papa et Janice. « Tu as fait une bonne sieste ?» me dit Janice d'un ton taquin en m'ébouriffant les cheveux. Je me suis contenté de secouer la tête et de renifler d'une manière qui exprimait clairement que je la taquinais en retour. « Ne renifle pas ta mère comme ça !» dit mon père d'un ton bourru et autoritaire. Il ferma la porte derrière lui et accrocha son manteau. Mais je plaisantais, c'est clair. J'ai grogné sous mon souffle. Il n'a pas dû m'entendre car je n'ai pas senti qu'il me donnait une gifle. Émilie est allée dans notre chambre et je l'ai suivie. Elle a commencé à me raconter sa journée. Vous savez, les trucs habituels des adolescentes. Mais je l'ai écoutée pour qu'elle se sente mieux. Après son résumé, elle a suggéré de regarder la télévision et j'ai accepté en sautant sur le canapé alors qu'elle s'emparait de la télécommande. Elle a roulé des yeux devant mon immaturité de petit frère et m'a fait avancer pour m'asseoir. La télévision s'est allumée et nous l'avons regardée ensemble jusqu'au coucher du soleil. Émilie était le genre de fille qui, au lieu de regarder des dessins animés et des feuilletons, préférait regarder Discovery, Animal Planet et Natural Geographic. J'aime bien ça aussi, alors ça ne me dérangeait pas. En fait, ce sont les seules chaînes qui peuvent retenir mon attention. Il se fait tard maintenant et Janice s'approche du canapé. « Émilie, c'est l'heure d'aller au lit. Éteins la télévision et va dans ta chambre. Et toi aussi. » me désigna-t-elle. Émilie a éteint le programme que nous regardions à contre-cœur et s'est levée. Elle se dirigea vers le couloir qui menait à notre chambre. En la suivant, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Nous sommes entrés dans notre chambre et Émilie a éteint la lumière. Au moment où elle le faisait, j'ai vu un éclair de mouvement du coin de l'œil. C'était par la fenêtre. Mais dès que j'ai réorienté mon champ de vision pour que la fenêtre ne soit plus dans ma vision périphérique, ce que j'avais cru voir a disparu. Mais je suis resté vigilant, pour le bien de ma sœur. Je suis resté allongé dans l'obscurité, avec pour seule lumière le mince rayon du lampadaire qui éclairait la pièce. Ce n'était pas grand-chose. À plusieurs reprises, j'aurais juré entendre des sons subtils juste derrière la fenêtre. Une brindille qui se casse, des feuilles qui craquent, des vêtements qui se bousculent. Et pendant tout ce temps, je sentais une légère odeur de sueur et de sang. J'ai gardé les yeux ouverts pendant la plus grande partie de la nuit. Les bruits de l'extérieur se sont calmés et l'odeur a quitté mon nez. Je commençais à me sentir à l'aise, mes paupières se sont naturellement fermées. Peu de temps après, j'ai entendu un grand bruit de l'autre côté de la maison. Je me suis levé en un instant. « Il y a quelqu'un dans la maison !» J'ai aboyé avec une adrénaline extrême qui me traversait.
Réveille-toi! Réveille-toi! J'ai demandé à Émilie de se réveiller. Elle s'est réveillée, et dès que je l'ai vue s'asseoir, j'ai couru jusqu'à la chambre de mes parents. Papa était mort. Son cou était ouvert et béant. Le sang s'en écoulait, sur le lit et sur le sol. J'ai vu que la porte de la salle de bain principale était fermée et que juste devant elle, à l'extérieur, il y avait un homme. Un homme. Je ne me sens pas à l'aise pour l'appeler ainsi. Il était très grand et robuste. Il s'est retourné et m'a vu, et c'est alors que je l'ai vu avec précision pour la première fois. Je ne l'oublierai jamais. Ses yeux étaient grands et perçants, piégés par la convoitise. Il portait une barbe mal entretenue et était très sale. Il avait des gouttes de sang partout sur lui. Ses vêtements étaient sales et son visage était froid. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué la même odeur de sueur et de sang que tout à l'heure, mais cette fois-ci elle était écrasante. Il m'a vu. Il m'a vu et m'a souri avec ses dents jaunes tordues. Son sourire m'a déstabilisé. J'ai cru que j'allais mourir, mais il s'est retourné vers la porte de la salle de bain sans se préoccuper de ma présence. J'étais terrifié et je ne savais pas quoi faire. Je me suis contenté de crier et de pleurer. Je l'ai regardé franchir la porte qui était la seule protection de ma mère. Je l'ai vu brandir le grand rasoir qu'il portait sur lui, mais qu'il avait manifestement négligé d'utiliser correctement. Je l'ai regardé ouvrir la porte et déchirer Janice en lambeaux. J'ai alors entendu quelque chose, la dernière chose que je voulais entendre. C'était le cri d'Émilie qui venait de derrière moi. La grande monstruosité a levé les yeux de ma mère massacrée et a regardé ma petite sœur. J'étais désemparé. Il s'est levé et a commencé à marcher rapidement vers nous. Ma sœur s'est retournée et a couru, et j'ai été désemparé lorsqu'il m'a contourné et s'est lancé à sa poursuite. Pourquoi était-elle encore dans la maison ? N'avait-elle pas évalué la situation et ne s'était-elle pas enfuie ? Apparemment non, et maintenant, elle était morte et j'étais seul. J'ai couru après eux. Je m'attendais à ce que l'homme la tue comme il l'avait fait pour le reste de la famille, mais je me trompais lourdement. Il l'a attrapée par le bras et l'a secouée pour bien montrer qu'il contrôlait la situation. Il l'a traînée dans la maison. Je faisais tout le bruit possible, espérant que quelqu'un viendrait à mon secours. Il ne devait pas la prendre, il ne fallait pas qu'il la prenne. Quand il est passé devant moi, je me suis reculé contre le mur et j'ai gémi de terreur. « Pourquoi ?» Il n'a pas répondu à ma question, si ce n'est en posant sa main libre sur ma tête pendant qu'Émilie criait dans l'autre en disant « Bon garçon, bon garçon ». Il a fait un autre sourire tordu et a laissé échapper un rire très froid et peu naturel. Je l'ai suivi jusqu'à la porte où il a entraîné ma sœur sans défense. Il l'a ouverte, l'a tirée dehors et l'a refermée derrière lui. Je suis maintenant assis dans la maison avec mes parents adoptifs mutilés, frissonnant et gémissant de consternation. Et lui, le monstre, il est dehors avec ma petite sœur. Il lui fait je ne sais quoi, et je ne peux rien faire. Je le ferais si je pouvais, mais je ne peux pas. Je les poursuivrai en un clin d'œil, mais je ne peux pas. Je reste assis là, à regarder la porte d'entrée. Je regarde mes pattes. Si seulement je pouvais ouvrir les portes. Incident isolé. Effroi face à la chose inexplicable que la caméra a filmée. Mes doigts tremblent encore. Je n'ai aucune idée de ce que je dois faire maintenant. Ça fait combien de temps ? Peut-être 1h30 ? Tout ce que je sais, c'est que je ne peux pas remettre les pieds dans cet appartement. Je tape ces lignes depuis la bibliothèque. Je n'ai nulle part où raconter cette histoire en ce moment. Cela fait 9 ans que je vis seul dans cet appartement. Il y a là beaucoup de choses que je n'aimerais pas laisser derrière moi, mais ce n'est peut-être plus mon choix. Permettez-moi de revenir en arrière une seconde. Je souffre d'apnée chronique du sommeil. Pour ceux qui ne le savent pas, l'apnée du sommeil est un état dans lequel vous arrêtez de respirer périodiquement au cours de la nuit. Parfois, vous restez sans oxygène pendant si longtemps que votre cerveau doit vous réveiller par intermittence pour vous forcer à recommencer à respirer. C'est une maladie mortelle.
Du moins, c'est ce qu'on m'a dit. Mais j'ai hésité à consulter un médecin à ce sujet. Je ne dirai pas non à un médecin en ce moment même. La semaine dernière, ma curiosité a pris le dessus. Je savais que je ronflais beaucoup, tellement que les 2 amis avec lesquels je partageais une chambre d'hôtel il y a quelques mois ont dû me réveiller parce qu'ils pensaient que j'étais en train de mourir. Je me suis alors dit que si j'installais une caméra et que j'essayais d'enregistrer le son de mes propres ronflements, le choc provoqué par l'écoute de ce son suffirait peut-être à me donner envie de consulter un médecin. J'ai été loin de me douter du choc qui m'attendait. Après la première nuit d'enregistrement, je me suis réveillé comme d'habitude, les yeux bleus. J'ai trébuché jusqu'à la caméra et j'ai éjecté la cassette. J'ai poursuivi ma routine matinale en étalant du beurre sur mes pancakes qui allaient bientôt être cuits au micro-ondes. La bande a fini de se rembobiner un peu plus tôt que prévu, et j'ai donc appuyé sur le bouton de lecture alors que le micro-ondes bourdonnait. Il allait falloir du temps pour arriver au point de la cassette où je m'étais endormi après avoir consciemment appuyé sur Record sur la caméra la nuit précédente. Alors j'ai appuyé sur le bouton d'avance rapide. Il n'était pas nécessaire de regarder la télévision car il n'y avait rien d'intéressant à voir. C'était surtout le son qui me préoccupe. Les habituelles barres statiques déformées dansaient sur l'écran d'une manière qui serait bientôt méconnaissable pour une génération ayant grandi à une époque où les magnétoscopes avaient pratiquement disparu. Entre les barres déformées, je pouvais encore cependant distinguer la silhouette noire de mon corps, allongé dans le lit sur le fond orange foncé du mur, qui était légèrement éclairé par un lampadaire à l'extérieur. J'ai sorti les pancakes du micro-ondes et je les ai posés sur le comptoir d'une main, avec dans l'autre celle du pot de beurre. C'est à ce moment-là que mon regard a été attiré. Sur la télévision, ma silhouette était assise dans le lit. Le pot de beurre s'est écrasé sur le sol, dispersant son contenu sur mes pieds avant même que je ne comprenne ce qui se passait. Je me suis dépêché de nettoyer le désordre et d'attraper la télécommande aussi vite que possible. J'ai appuyé sur le bouton Rewind, revenant environ 1 minute avant le moment où ma silhouette s'est redressée dans le lit. J'ai frémi à l'idée de ce que j'allais entendre. J'ai augmenté le volume de ma télévision et j'ai écouté attentivement, ayant déjà complètement oublié mon petit déjeuner. Il y eut l'habituel sillage de bûches, comme l'appelait ma mère, accompagné de quelques grognements nasillards et de ce qui ressemblait presque à des éructations. En réalité, il s'agissait de ma luette gonflée qui résistait alors que je cherchais de l'air. C'était certainement pire que ce que j'avais imaginé, mais j'attendais toujours ce moment. Je ne sais pas pourquoi j'ai tressailli quand c'est arrivé. Je savais que ça allait arriver. Pourtant, je ne me souvenais pas de l'avoir fait. Je me suis dit que l'on ne se souvenait pas toujours de ce que l'on faisait dans son sommeil. On est à peine conscient. Mes ronflements se sont un peu calmés, sans doute parce que j'ai dû reprendre un peu conscience. Mais le véritable choc n'était pas encore arrivé. La silhouette a parlé. « Tu m'entends ?» La voix était méconnaissable pour moi. C'était une voix grave qui racontait une histoire de cigarettes par milliers. Je n'ai pas fumé depuis 5 ans. Je ne peux qu'imaginer à quel point les choses auraient pu empirer si j'avais continué. La silhouette a repris la parole avec plus d'insistance. « Tu m'entends ?» Est-ce que je rêvais ? À qui parlais-je ? Ces dernières années, ma capacité à me souvenir des événements de mes rêves s'était réduite comme peau de chagrin. Il y avait peu de raisons de croire que cela aurait un sens. « Je sais que tu m'écoutes, réponds-moi. » Je sais que cela n'a aucun sens. Je n'étais certainement pas en train de me parler à moi ou mon futur moi. Je devais avoir une sorte de délire dans mon sommeil. C'est forcément ça. Il n'y avait pas d'autre explication, me suis-je dit. Il y a bien une explication, a-t-il répondu. Sur ce, on entendit le bruit du matelas qui se déplaçait. Il se tournait pour sortir du lit. J'ai arrêté la cassette. Je n'ai rien enregistré pendant les 2 semaines qui ont suivi, et je n'ai pas réussi à prendre le temps de voir un médecin.
je me suis jeté dans le travail. Je suis resté occupé. Pour vous dire, j'ai même réussi à aller à la salle de sport quelquefois. J'ai surveillé mon alimentation de plus près. J'ai effacé la cassette. Le 10e ou le 11e jour, j'en étais presque arrivé au point de pouvoir passer une journée entière sans même y penser. Au bout de 2 semaines, la vie avait repris son cours normal. Malheureusement, comme les souvenirs ont tendance à passer, les émotions qui y sont associées aussi. Et alors que ma peur se dissipait lentement, la curiosité a repris le dessus. Je me suis dit que cette nuit-là n'était peut-être qu'une anomalie. Peut-être m'étais-je levé pour aller aux toilettes. C'est probablement ce qui m'a réveillé pour commencer. J'avais concocté toutes sortes d'excuses et de théories sur ce qui avait pu se passer cette nuit-là. Pour la 2e fois, j'ai donc installé ma caméra, appuyé sur Record, et avec étonnamment peu de difficulté, je me suis endormi d'un sommeil merveilleux. Le lendemain matin, je me suis réveillé et j'ai été rapidement poussé à l'action, mais pas par la vivacité. C'est plutôt à la vue de ma caméra, qui était couchée sur le côté sur le sol, qui m'a poussé à agir. Le trépied entier était renversé. Peut-être un autre arrêt aux toilettes pendant la nuit. Quoi qu'il en soit, j'étais impatient de découvrir le contenu. Les pancakes à la main, je me suis assis un peu inquiet, mais satisfait d'avoir raisonnablement compris ce qui s'était passé la dernière fois. J'ai atteint le début de la cassette et j'ai commencé à avancer rapidement jusqu'aux premières minutes où je m'endors. Les barres statiques dansantes familières et ma silhouette contre le mur orange foncé défilaient dans un vertige vertical comme des symboles empilés sur une machine à sous. J'ai entendu un bloop sur mon ordinateur tout proche et je me suis retourné pour y jeter un coup d'œil. C'était un message instantané de mon ami John à propos d'une réunion à venir. J'ai formulé une réponse rapide et j'ai coupé le premier pancake avec ma fourchette. Au moment où je mettais le premier morceau dans ma bouche, j'ai jeté un coup d'œil à la télévision. Mon visage couvrait tout l'écran, à moitié caché par l'obscurité. J'avais les yeux grands ouverts, les dents serrées, un regard de pure terreur inhumaine. Mes mains s'agitaient à 100 à l'heure tandis que je m'efforçais d'appuyer sur le bouton play de la télécommande. Le son était presque aussi inhumain que l'expression de mon visage. Je n'arrivais pas à savoir si je riais ou si je souffrais atrocement. Le son ressemblait beaucoup à celui qu'on entend dans les jeux de zombies ou les séries télé. Je pouvais entendre chaque battement de la luette, tandis que mon autre moi grognait devant la caméra. Les grognements se sont lentement transformés en mots. Au début, on aurait dit « aide-moi ». Puis « je viens pour toi, je viens ». J'étais figé sur mon siège. Je ne pouvais plus bouger, j'étais pétrifié. À ce moment-là, j'ai entendu un grand bruit provenant de la chambre derrière moi. C'est alors que j'ai commencé à agir, mais je ne pourrais même pas vous dire maintenant que c'est moi qui ai fait ce que j'ai fait. Je n'agissais pas en fonction d'un quelconque sens logique, mais par pur instinct. J'ai ouvert la porte de ma chambre à coucher juste à temps pour voir une masse complètement recouverte dans mon matelas, à peu près de la même taille que moi. Soudain, les couvertures se sont ouvertes en grand, mais j'ai à peine pu voir ce qui s'est passé que j'ai refermé la porte et couru pieds nus devant mon visage qui grognait encore sur l'écran de télévision jusqu'à ma voiture. Tout ce que je sais, c'est que c'est une bonne chose que je garde mes clés dans ma voiture. Sinon, je serais en train de courir quelque part sans chaussures. Je suis surpris qu'il ne m'ait pas encore jeté hors de cette bibliothèque. Il ne me reste plus qu'une dizaine de minutes sur cet ordinateur et environ 45 $ dans ce pantalon. Avec un peu de chance, je pourrais peut-être aller chez ma sœur à Eau-Claire. Si quelqu'un voit ce message, ce sont les événements tels que je me les rappelle. Je prie pour que ce ne soit pas le début d'une sorte de pandémie, mais simplement un incident isolé. Nicodème. Par une fraîche soirée d'octobre,
Un homme du nom de Nicodème marchait sur un sentier qui ne lui était que trop familier. Le sentier était entouré de bois, avec des arbres aux feuilles brillantes, d'un rouge rustique et d'un orange vif. Il se promenait, profitant de la vue panoramique de l'automne, suivant le chemin qui le mènerait finalement à sa petite maison pittoresque, où il vivait seul. Nicodème était un homme d'un certain âge, avec un visage qui, bien qu'il montre aujourd'hui des signes de vieillissement, avait autrefois connu une grande beauté. Ses cheveux sombres étaient parsemés de blanc, et son corps, autrefois robuste, souffrait désormais du labeur de toute une vie. Ses pensées étaient las d'une vie qui semblait avoir commencé il y a longtemps, où les souvenirs remplaçaient désormais ce qui, il y a si longtemps, avait été des ambitions. C'est en ce crépuscule d'automne que Nicodème tomba sur une étrange petite créature, un démon miniature qui apparut soudainement devant lui. Ses yeux bleus étaient baissés, distraits par ses propres pensées solennelles, et au moment où il releva la tête, la créature était là, debout au milieu du chemin de terre. Le vent se mit à hurler de façon inquiétante, et le craquement des feuilles, qui soufflaient doucement sur le chemin, précéda l'apparition de l'étrange démon. Il ne mesurait pas plus d'1 mètre. Un sourire exagéré s'étirait sur son petit visage rond. « Qu'est-ce que tu peux bien être ?» demanda-t-il à voix haute, s'approchant à pas prudents de la chose. Il s'agenouilla devant la créature pour mieux la voir. Sa tête ressemblait à une petite citrouille, mais ses traits étaient incroyablement réalistes, et son petit corps avait une forme presque humaine, avec des bras et des jambes minces. Elle portait le plus petit pantalon rouge et le plus petit haut en patchwork que Nicodème ait jamais vu sur un être vivant, même sur un bébé. La chose étrange s'adressa à Nicodème. « Je m'appelle Coucou !» Choqué qu'elle puisse parler et perplexe quant à son nom, Nicodème leva un sourcil arqué et répéta « Coucou ?» La chose répondit « Oui, monsieur, mon nom vient de l'horloge préférée de mon maître. » expliqua l'ignoble créature. « Parce que je sais comment remonter le temps. » Sa voix était malicieuse. « Remonter le temps ? Et comment cela se fait-il » demanda Nicodème, encore sous le choc et impressionné par cet être si étrange. « Donne-moi cette belle montre que tu as dans ta poche. » Il dit à Nicodème en montrant la chaîne qui pendait de sa veste. Nicodème fit ce que la créature lui suggérait, sortit sa montre et la lui tendit. Dans ses petites mains, elle remonta la montre 3 fois à l'envers, puis la lui rendit. Nicodème secoua la tête et rit de l'esprit simpliste de la créature. Il jugea inutile de lui expliquer que n'importe qui pouvait remonter une horloge à l'envers, car l'ignoble petite chose semblait fière de son exploit. Nicodème décida de contourner la chose et de poursuivre son chemin vers la maison. Lorsque derrière lui, le démon s'écria « J'ai dû m'arracher un œil quand j'ai fait voir à un homme son propre fantôme. » Se retournant pour regarder à nouveau la petite chose, Nicodème remarqua qu'en effet, l'un de ses yeux avait disparu, révélant un orbe creux. « J'ai ensuite dû me couper le nez, car j'ai fait inhaler à un homme l'essence de son propre fantôme. » Et en effet, son nez n'était plus que 2 fentes sur son visage macabre. « Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise, vilaine créature ? Va-t'en, retourne dans les bois d'où tu viens !» gronda Nicodème. Il se retourna brusquement et se hâta de rentrer chez lui. L'obscurité s'installait rapidement, le vent poursuivait son murmure fantomatique. Lorsqu'il arriva enfin, il aurait pu jurer que ses yeux lui jouaient des tours dans la pâle lumière de la lune, car c'était sa maison. Mais là, dans l'herbe devant la porte, se profilait cet arbre mince avec ses branches osseuses qui s'étendaient comme des membres de squelette, celui qu'il avait abattu lorsqu'il était encore qu'un jeune homme. De l'une de ses branches tordues pendait un squelette décoratif, un nœud coulant au cou, qui se balançait dans la brise comme la ficelle d'un pendule. Une farce de la veille de Noël qu'un ami lui avait faite il y a une 30aine d'années. Nicodème s'approcha lentement. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-il à voix haute. Une étrange petite voix l'appela de l'endroit où la porte d'entrée attendait. «
Allez-y, mon bon monsieur, regardez par la fenêtre. Regardez, voyez, lui demanda-t-elle. Le petit démon répugnant des bois était là, son large sourire odieux étalé sur son visage contre nature. En colère contre ce méchant parasite, Nicodème se dirigea vers l'endroit où la chose se tenait à proximité et osa faire ce que la créature lui demandait. Là, à l'intérieur de la maison, se trouvait son jeune moi, 3 décennies plus tôt. Il vit le profil de son propre visage, ciselé avec la tension de sa jeunesse, ces beaux traits qui avaient été les siens. « Allez-y, regardez, voyez !» La chose l'appela à nouveau de sa voix décrépite. Nicodème regarda à nouveau dans le verre, hypnotisé par sa propre beauté oubliée. Comme j'étais beau, comme la chair de mon visage était lisse et pleine, comme mon corps était mince et sain, comme j'étais en sécurité dans ma jeunesse, comme j'étais excité parce que la vie me réservait, pensa Nicodème avec nostalgie alors qu'il était de plus en plus envoûté par sa propre vision. Puis, son jeune moi s'est retourné et ses yeux bleus ont regardé directement ses vieux yeux bleus. Nicodème recula d'horreur. Le jeune Nicodème sortit en courant par la porte d'entrée. Le vieux Nicodème se recroquevilla dans l'ombre, les ténèbres l'engloutissant. « Je sais que tu es là! Montre-toi !» demanda le jeune Nicodème. Le vieux Nicodème resta silencieux et commença à s'éloigner lentement. Soudain, l'immonde petit monstre apparut dans un arbre voisin, la pleine lune illuminant son petit visage effroyable. « Dis-lui toute la sagesse que tu as maintenant. Fais de lui un meilleur toi, » lui demanda-t-il. « Tais-toi, bête !» siffla le vieux Nicodème. « Sors maintenant ou je te sortirai moi-même de l'ombre !» menaça le jeune Nicodème. En regardant son ancien moi, le vieux Nicodème ne pouvait plus résister à l'envie de voir sa jeunesse perdue de plus près, de revoir sa police et son teint sans défaut. Il s'est avancé pour se révéler. Le jeune Nicodème le regarde avec incrédulité. Il voit la familiarité, la ressemblance troublante avec sa propre personne. « Qui es-tu » demanda-t-il, les yeux écarquillés et déconcertés. « Je suis toi » sanglote le vieux Nicodème, qui souffre tant de voir le beau jeune homme qu'il était. Les années ont passé si vite que la beauté et la santé se sont perdues dans ses souvenirs jusqu'à aujourd'hui. « Ce n'est pas possible, non, tu es fou !» insista le jeune Nicodème. Le vieux Nicodème tendit les mains. « Je veux juste toucher ma propre police. Laisse-moi toucher ce visage que j'ai si bien connu autrefois. » s'écria le vieux Nicodème en marchant devant son propre regard. Effrayé par cet étranger, le jeune Nicodème ne put se précipiter vers la porte et s'enfermer dans le sanctuaire de sa maison, car l'homme étrange se tenait maintenant devant elle. Le jeune Nicodème s'exclama « Laisse-moi tranquille, homme fou !» Mais à sa grande horreur, l'étranger aux yeux sauvages continua à s'approcher de lui en tendant la main. Il se détourna et décida de courir aussi vite qu'il le pouvait et de s'éloigner de cet étranger familier. Le vieux Nicodème courut après lui. Le jeune Nicodème se retourna et cria « Laissez-moi !» et courut plus vite. Les genoux et les hanches douloureux du vieux Nicodème n'arrivaient pas à suivre le rythme de son ancien compagnon, qui s'enfuyait comme un lapin effrayé dans les ténèbres. Alors que le vieux Nicodème le poursuivait, il réalisa que c'était l'année où il avait emménagé pour la première fois dans la maison, que ce n'était pas longtemps après qu'il avait coupé l'arbre et que son jeune moi naïf n'était pas encore familier avec la propriété. Mais le vieux Nicodème savait que juste devant lui, dans la direction où ils couraient tous les deux, il y avait une pente raide. Si le jeune Nicodème continuait à courir à l'aveuglette pendant la nuit, il était sûr de tomber sur cette falaise et de connaître une mort certaine. « Stop !» le vieux Nicodème supplie. « Arrête, il y a une falaise devant toi !» crie-t-il pour être accueilli par son écho. Il essaya en vain de continuer à avancer, mais dut s'arrêter pour reprendre son souffle. L'air frais d'octobre lui brûlait les narines alors qu'il respirait à plein poumon. Puis soudain, une douleur vive et étouffante s'empara de lui. Il commença à marcher en direction de la falaise, mais chaque pas devenait forcé. Chaque mouvement provoquait une agonie douloureuse à travers ses os.
Un ricanement sinistre emplit la nuit et résonna dans l'obscurité. Un rire déviant qui interrompit le silence. C'est alors que le vieux Nicodème aperçut la créature à tête de citrouille, avec son effroyable large sourire, qui se tenait juste devant lui. Il continua à faire des pas douloureux jusqu'à ce qu'il soit à côté d'elle. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il se rendit compte qu'il était au bord de la falaise. Le petit monstre sortit un minuscule couteau de sa poche et expliqua. « Maintenant, je dois me couper la langue, car j'ai fait parler un homme à son propre fantôme. » Et le démon attrapa sa propre langue et la coupa. Une brise froide souffla dans les cheveux du vieux Nicodème, tandis que le temps semblait s'arrêter étrangement. Il regarda vers le bas et vit le corps immobile et sans vie de son jeune ami, étendu sur un grand rocher au pied de la falaise. Il était tombé et était mort sur le coup. « Non, non !» sanglote Nicodème en tombant à genoux. « Bête, misérable et vil gobelin, qu'as-tu fait ?» hurla-t-il en ramassant le petit monstre et en commençant à l'étrangler. Pendant qu'il l'étranglait, le monstre gémissait et hurlait jusqu'à ce que Nicodème le transforme en un tas de poussière sur le sol, la créature tombant mollement à côté de lui. Nicodème mourut cette nuit-là, à l'âge de 28 ans, et ne fut jamais connu pour avoir vieilli. Ses cheveux noirs n'ont jamais été striés de blanc, ses os n'ont jamais connu la douleur. Il n'a jamais eu à pleurer une jeunesse perdue depuis longtemps, car il n'a jamais laissé sa jeunesse derrière lui.